qu'à manger quoi avant? Parce que moi, j'ai mangé du sucre, c'est mon sucre. Ça, c'est mon essence. Je vais en boire 2-3 à mon avis. Hein. Enfin, je regarde l'heure, mais si, on a le temps. Quelle heure il est? Et 5h34. On a encore une vingtaine de minutes pour manger. C'est un compte à rebours pour Mina et son neveu Ilyes. Pourtant, moi, t'as des vitamines là-dedans pour tenir. Après le lever du soleil, ils ne pourront plus manger ni boire jusqu'à la nuit prochaine. Aujourd'hui, on a goûté les autres. Il en sera ainsi pendant les 30 jours du Ramadan. Alors le petit déjeuner est copieux. Des fruits, des gâteaux, des dattes et surtout ça. Ça, c'est nourrissant en fait. Ça s'appelle sellou. C'est une préparation marocaine. C'est vraiment consistant en fait. Que des céréales quoi. Rien que ça va tenir toute la journée. Alors j'espère. Mina, 43 ans, est française d'origine marocaine. Elle observe le jeûne du Ramadan depuis ses 14 ans. Prends, si, parce que ça t'en aura besoin. Ilyes, 16 ans, fait le Ramadan pour la 3e fois. Tu te rends pas compte. Tu ne sais pas pourquoi on fait le Ramadan? Non. Dans chaque religion, tu as un jeûne. Par exemple, chez les confessions juives, ils font le kippour, c'est une journée. Chez les catholiques, c'est le carême. Alors là, par contre, ils peuvent manger, mais il y a plein de choses qu'ils retirent dans les bonbons. Toutes les bonnes choses sont retirées de l'alimentation. Et nous, on a les 30 jours du Ramadan. On est go. Jusqu'au 21 avril, plus de 5 millions de musulmans en France vont vivre au rythme du Ramadan, entre privation le jour et fête familiale la nuit. Le Ramadan a lieu le 9e mois lunaire. C'est l'un des 5 piliers de l'islam, sans doute le plus respecté. Alors qu'en France, seuls 10% des musulmans prient régulièrement, il serait 75% à observer le Ramadan. Comment ce jeûne impacte leur vie quotidienne? Quel business représente aujourd'hui ce mois sacré qui aiguise l'appétit des géants de la distribution? Mina, mère de 2 enfants, est primeur. Ilyes travaille avec elle en alternance. Mais exercer un métier de bouche tout en respectant le jeûne du Ramadan s'avère compliqué. D'habitude, quand Mina se rend à Rungis, elle veut toujours goûter avant d'acheter. Bonjour. Tu sens le parfum. Si elles sont parfumées. Ça, c'est votre façon de goûter pendant le Ramadan, c'est ça? Ouais, voilà. Voilà, avec le nez. Mais pour s'assurer que les fraises sont suffisamment sucrées, elle va devoir demander à son fournisseur de les goûter à sa place. On est sur un bon produit quand même. J'ai un client déjà, il me prend 2 caisses. Il veut celle-là. Et puis cette année, elle est beaucoup plus parfumée que l'année dernière. Elle est bien rouge à l'intérieur. Ouais, non, mais là, elle a un bon goût. Acheter sans goûter, c'est quoi? Bah, c'est pas normal. C'est la base même de goûter. Sentir, goûter. Mais goûter, c'est. Enfin, moi, si j'aime pas, je sais que je prendrai pas. Je peux pas vendre un produit que j'aime pas. Donc, comme je sais que Christophe, il est très pointilleux, il est rigoureux, il aime bien la qualité. En général, il y a 0 problème. Je lui fais entièrement confiance. Vas-y. Ce matin-là, Tiens, les 2 là. sur la bonne foi de ses fournisseurs, Mina a acheté 30 kilos de fraises, 200 kilos d'oranges, mais aussi 200 litres d'huile d'olive et 40 boîtes de sardines. Le Ramadan complique aussi les négociations pour Mina, car elle est beaucoup moins combative. 30,82, dernier prix. Non, mais 3,82, c'est le dernier prix? Non, après un colis, allez. 150. Ah, ça va, hein. Là, comme je suis fatiguée, je suis pas dans l'état de trop négocier. Mais quand je prends mon café, en général, je négocie chaque produit d'habitude, non? Presque. Les premiers jours de jeûne, Allez, bonne journée à vous. Mina est particulièrement fatiguée. La crèmerie. Avant de se rendre à son magasin, elle va redormir 3 heures. Pour maintenir les horaires de sa boutique, 8h, 21h, 7 jours sur 7, même pendant le Ramadan, Ah oui, tout est arrivé déjà, là. elle et son mari se relaient. Ça va? C'est bon, tu peux y aller. Lui, l'ouverture, elle, la fermeture. C'est à vous d'aller vous maintenant, reposer. je vais aller faire une petite sieste. Une grande Parce sieste. que depuis ce matin, je suis debout. La sieste, c'est 10 minutes, 15 minutes. Ah, c'est une C'est heure. ça la sieste, normalement. Vous n'êtes pas d'accord, Mina? 10 Si on minutes, c'est fait- pas assez, ah non. Mina? Ça va, merci à vous. Allez, Bon merci courage. beaucoup. Je pars. Malgré les contraintes, de plus en plus de musulmans pratiquent le Ramadan, en particulier les adolescents. 73% d'entre eux disent aujourd'hui jeûner, contre 59% en 2010. Selon Ilyes, ce serait même devenu une mode dans son quartier.
une cité de la région parisienne. Y déroger serait synonyme d'exclusion. Dans tes amis, etc., est-ce qu'il y en a beaucoup qui font le ramadan? Oui. Nous, chez nous, tout le monde fait le ramadan. Tous ceux qui sont musulmans, ils font tous le ramadan. Tous? Tous. Et s'il y en a un qui le fait pas? C'est que... c'est pas un musulman, alors. D'accord. Tous les musulmans sont obligés de le faire. C'est obligatoire. Plus d'adeptes, c'est aussi plus de business. 5 citrons verts. En plein essor, le marché du ramadan est estimé à plus de 400 millions d'euros. Pour fêter chaque soir la rupture du jeûne, les courses alimentaires explosent. Face à l'afflux de clients, cette boucherie halal ouvre 7 jours sur 7 pendant le ramadan. À l'entrée, parfois les esprits s'échauffent. C'est parti en cacahuète. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas de bagarre cette année. Il y a eu 3 bagarres aujourd'hui. Notamment entre fumeurs qui doivent renoncer à leur addiction. Non, les gens, ils sont en manque de cigarettes. Donc, ils compensent la cigarette par une bagarre. Slim est le patron, avec son frère jumeau Karim. Une comme ça, une comme ça, une comme ça, une comme ça vous va ou pas? Des références de la boucherie de luxe depuis 5 ans. Une avec os et une sans os. Ils se fournissent chez les meilleurs éleveurs français, comme tous les établissements haut de gamme. À une différence près, ils respectent le rite musulman lors de l'abattage des bêtes, sans étourdissement et tournés vers la Mecque, ce qui permet de garantir 100% de viande halal. Yazid et Scheherazade ont fait 30 minutes de queue pour acheter une épaule d'agneau. Avec eux, leur fils Adelaine. On va prendre des merguez aussi, non? Qui visiblement a faim. Pas question pour lui de passer à côté de la saucisse, star du ramadan. Je sais qu'elles sont réputées, mais je les connais pas toutes. Piquante ou pas? Ouais, piquantes. Piquante. On a les moyennement piquantes. C'est entre les tunisiennes et les classiques. 3 moyennement piquantes et 3 merguez agneau et 3 au bœuf, allez. Et chipolata, ce sera pour la prochaine fois. Pareil qu'elles C'est normal. Ah bon? Elles sont magnifiques. Bah 3 chipolata alors. Quoi? 3 chipots pour goûter. Il faut vite sortir parce que... Ah ouais, parce que sinon ça va chiffrer. Comptez 24 à 36 euros le kilo de merguez et 29 euros pour les chipolatas. C'est bon? Ça nous a arrivé comment? Par carte. Ça nous fait 129. Ouais, pas très loin. Et pour certains clients, le montant du ticket s'envole. Alors, on a 1400 € et 22 centimes, s'il vous plaît. Merci. Le chiffre d'affaires d'une journée comme ça, c'est quoi? C'est bien. C'est bien? Ouais. C'est bien ou c'est mieux? C'est en moyenne, c'est presque le double d'une journée classique. Quand ils ouvrent leur première boucherie, Slim et Karim ont 20 ans. Ils sont diplômés en carrosserie et en mécanique. Le premier suit une formation de boucher, pendant que le second tient le magasin à bout de bras. Leur commerce vivote pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'ils décident de tout changer et de créer la première boucherie halal de luxe en France. Aujourd'hui, les 2 frères sont à la tête d'une entreprise de 24 salariés, 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pendant le ramadan, leurs ventes augmentent de 50%. Tu prends un agneau, Slim? Ce matin-là, ils réceptionnent 23 agneaux, presque 3 fois plus qu'un jour normal. On envoie les merguez, ça y est là. Ça y est. On envoie les merguez, c'est bon. Pendant le ramadan, ils en écoulent au moins 100 kilos par jour, même quand la fête tombe en hiver. On a merguez douce, merguez piquante, on a merguez tunisienne où on met de l'arissa, on a merguez d'agneau aux olives, on a merguez d'agneau à la graine de sésame. Les frères ne produisent pas que les classiques du ramadan. Dans ce laboratoire flambant neuf de 650 mètres carrés, ils innovent constamment. Comment vous appelez ça? Nous, on appelle ça bacon de veau. De la poitrine de veau assaisonnée et fumée au bois de hêtre. Vous savez, quand on jeûne, durant la journée, il y a des envies qui se créent. Donc des fois, on a envie de manger de bacon. On ne sait pas, en fait, comme une femme enceinte, en fait. C'est toute la difficulté du ramadan pour les jumeaux et leurs salariés. Travailler au contact de la nourriture, parfois 12 heures par jour, en luttant contre la faim et la soif.
perds entre 7 et 10 kilos, en général, en moyenne. Pendant le ramadan? Ouais. Ah ouais, c'est un truc de fou quand même. Ouais. Mais c'est bien. J'ai besoin de perdre du poids. Une discipline du corps, nouvelle pour Benjamin, 23 ans, qui fait son premier ramadan. Ça nous fait 260 tours, s'il vous plaît. Je mets les tickets dedans. Culturellement, il y a ma mère qui est musulmane. Mon père, pas du tout, mais ma mère, oui. Ah, ça fait presque maintenant un peu plus de 2 ans que je m'intéresse aux religions d'une manière générale. Et de fil en aiguille, j'en suis venu à me convertir à l'islam tout en... Vous n'aviez pas de religion avant, vous étiez? Non, avant, j'avais aucune religion. J'étais complètement athée. Il a connu les repas de fête de la rupture du jeûne du côté de sa mère, mais lui mangeait en journée. Ça tire? Ça commence, hein. Ça va, ça va. 1 heure. Il te reste 1 heure. 1 heure? Et ça. Mais t'as fait le plus dur. Là, t'as vraiment fait. Qu'est-ce qui est le plus dur là? Là, c'est à soif. Soif, ouais. Ça va passer. Ça va passer. C'est bon. Il y a l'appel à la prière à 19h15. Chaque soir, à l'heure précise où le soleil se couche, les musulmans rompent le jeûne, traditionnellement avec quelques dattes et du lait. Alors? Ça fait du bien. Hein. C'est grave. C'est aussi l'heure des comptes pour les bouchers. Qu'est-ce qui se passe? Regarde les chiffres. Les chiffres, ils disent quoi? Les chiffres, ils disent Alhamdoulilah. Les chiffres, ils disent, les gars, on va partir en vacances bien. Au lieu de partir en Bretagne, on va partir dans le sud. Voilà. Si le marché du ramadan est capté à 70% par les commerces communautaires, depuis quelques années, la grande distribution tente de grignoter la part du gâteau à coups de promotion et de catalogues plus ou moins explicites. Certaines enseignes osent clairement le mot ramadan en couverture. D'autres lui préfèrent pudiquement saveur d'Orient ou 1001 saveurs. Aucune d'entre elles n'a souhaité nous parler ouvertement de ce juteux business. Alors, en caméra discrète, nous accompagnons Mina faire ses courses. Dans cet hypermarché de la région parisienne, le rayon ramadan s'étale sur la moitié de l'allée centrale. D'année en année, en fait, ça avance. Là, je ne sais pas si vous voyez, le rayon, il est énorme. Et les plus grands que d'habitude? Ah oui, oui. Franchement, la moitié, normalement, l'année dernière, il s'arrête au poteau, là. Le poteau que vous voyez en face. Là, je suis étonnée qu'il soit aussi grand. Vous pensez pas que c'est aussi un peu pour attirer des clients de la communauté, c'est ça? Ah bah c'est sûr, parce qu'on a l'habitude d'aller dans des épiceries spécialisées, turques, marocaines, orientales. Donc on n'a plus à s'éparpiller en fait. C'est plus un périple en fait de faire les courses pour le ramadan. De la nourriture, mais aussi de la vaisselle. Encore 2 rayons vaisselle là. Mina renouvelle sa décoration de table chaque année. Une tradition qui apporterait le bonheur dans la famille. Il y a écrit quoi? Une baraque, ça c'est pour la fin du ramadan. Les tables avec les gâteaux, on utilise beaucoup ce genre de petites serviettes, les assiettes aussi. Et c'est pour les petits fruits secs, les dattes, mettre des gâteaux. C'est joli en fait, c'est symbolique. Entre la décoration et la nourriture, pendant le mois du ramadan, Mina va dépenser plus de 2000 €, 3 fois plus que son budget habituel. Une frénésie dépensière qui profite aussi aux influenceurs. Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ce nouveau Ramadan Love, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, une belle recette qui tourne partout en ce moment sur TikTok et les réseaux. Asma Fares est une youtubeuse C'est française. facile à faire et ça a l'air trop bon. Donc c'est parti pour la recette. 460 000 abonnés. Il y a 10 ans, elle a commencé à poster des vidéos de sa routine du ramadan, en particulier des recettes faciles et rapides à faire pour la rupture du jeûne, comme ce crinkle cake, un carton. Je viens verser mon sirop froid par-dessus. Donc allez-y généreusement pour que ça ait vraiment le goût de la pistache.
Pendant un mois, elle poste des vidéos tous les 2 jours. Elle a même créé un jingle et leur a donné un nom, les Ramadan Up. Donc, les Ramadan Up. On a, par exemple, celle-ci, recette des briques tunisiennes, elle a fait 465 000 vues. Le shopping pour l'Aïd avec ma fille, 144 000 vues, 294 000 vues ici, 287 000 vues. Grâce à cette audience multipliée par 4 pendant un mois, Asma est courtisée par des marques dont l'univers est parfois bien loin de celui du Ramadan. Alors les filles, aujourd'hui, on va parler du yaourt. Ça, c'est vraiment la découverte du moment. Regardez, sur les rideaux, c'est pareil, j'en mets vraiment partout. Ici, un parfum d'ambiance. Elle a également des partenariats avec des marques de maquillage, de vêtements, d'électroménager ou de produits surgelés. Voilà, c'est chaud. Je peux en mettre caméra ici. Tac. Asma assure ne vanter les mérites que des produits qu'elle a elle-même testés et approuvés. Du coup, les filles, alors, la big promo du jour, et franchement, c'est... Selon elle, aucune contre-indication morale entre business et Ramadan. Le site, donc je vous mets le code, donc c'est ASMA50 ici. Entre la fréquentation boostée de sa chaîne et les placements produits, elle augmente son chiffre d'affaires de 30% pendant le Ramadan. Vous avez pas mal de produits, et donc vous allez voir, franchement, essayez-les, testez-les, et vous m'en direz des nouvelles. Fête religieuse, commerciale, mais aussi familiale. Pendant que Mina, la vendeuse de fruits et légumes, tient la boutique, sa mère Fatia C'est bon, là, tire. Non, rajoute ça. et sa tante Sadia préparent le repas du ftour, la rupture du jeûne, pour toute la famille. Comme souvent, le menu est gargantuesque. Tagine d'agneau au pruneau, dattes, brochettes, merguez, briques, pâtisseries, avec leur petite cuillerée de miel. Et sur le feu, la fameuse soupe marocaine. Allez là. Là, il manque un peu de sel. Contrairement à Mina, Ça manque un peu de sel. Fatia a le droit de goûter, car elle est diabétique. Ah, 21, c'est bon. C'est bien. Jeûner serait dangereux pour sa santé. Ça ferait quoi, en fait, si vous faisiez le ramadan? Il faut avoir des glycémies, ça baisse les glycémies, puis après, on peut tomber au coma. Comme toutes les personnes fragiles, elle est dispensée de jeûne par le Coran. Mais elle doit payer son ramadan, en offrant un repas à un pauvre ou en faisant un don financier à une mosquée ou à une association. Environ 6 € par jour. Non, il vaut mieux que ça soit au milieu. La table doit être prête pour le coucher du soleil et la rupture du jeûne. Il y a des mondes qui viennent. Salam, ça va? Comme presque tous les soirs de Ramadan, toute la famille est conviée. Salam, ça va, tata? Les frères et sœurs de Mina et leurs enfants. Et ses cousines. En tout, une vingtaine d'invités. Ah, c'est les fraises avec du chocolat et tout. Oh, c'est trop bon. Shaima, 13 ans, la nièce de Mina, entame son premier Ramadan avec beaucoup de ferveur. Avant, j'essayais de faire quelques jours parce que je voulais apprendre, je voulais savoir faire. Et maintenant, là, Inch'Allah, je vais réussir tout le mois. Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais le ramadan? Je ressens du plaisir, je me dis... Arrête. Je me dis, je suis fière parce que j'arrive à le faire. Il y en a, ils n'arrivent pas et c'est dommage. Qu'est-ce qui vous pousse à le faire quand on a 13, 14 Je pense que les plus jeunes, ils veulent imiter les plus grands. Au début, ils imitent, et puis après, ils commencent à apprendre d'eux-mêmes, et de eux-mêmes, ils veulent le faire. 19h12. Le soleil a disparu. Mina arrive avec quelques minutes de retard et se précipite sur ce qui lui a manqué le plus aujourd'hui, le café. C'est la première chose que t'as demandé en vrai. Oui, c'est vrai. J'avais mal à la tête vers 11h, après vers 16h. Toi aussi, tu bois du café. Quand tu as l'habitude de boire du café le matin, oui, c'est le premier jour. Les 2-3 premiers jours, c'est dur. On a l'habitude de boire le café le matin. Attends, je me prends un photo, Amir. Dans cette famille, chaque génération vit son ramadan à sa façon. Sadia, pris au milieu du salon. Vous ne faites pas la prière?
J'aime pas qu'on me regarde faire la prière, j'ai du mal, je suis gênée, ça me met mal à l'aise. Là, vous voyez, par exemple, si je faisais la prière ici, je me serais trompée, je l'aurais recommencé plusieurs fois, parce qu'il y a du bruit, il y a les enfants qui crient. Au bout de 3 heures de festin, en guise de dessert, Waouh, on va bien manger. le tagine d'agneau au pruneau. En fait, ça s'arrête jamais. Vous mangez jusqu'à quelle heure? Vous prenez le... Ah non, c'est beau là. Jusqu'à le lendemain. C'est bon. Le lendemain, ce sera au tour de la tante de Mina d'accueillir toute la famille pour la rupture du jeûne. Moi j'ai peur, ça y est. C'est un moment dont il a rêvé toute sa vie. Charef, chef d'entreprise à Aix-en-Provence, tourne autour de la Kaaba, le lieu le plus sacré de l'islam. Ce cube recouvert d'un tissu noir est dans la tradition musulmane le premier temple sur terre. Comme tous les pèlerins, Charef, 64 ans, père de 2 enfants, doit effectuer 7 tours. Il est 8 heures du matin, il fait 45 degrés. Charef résiste difficilement à la chaleur et à la pression de la foule. Certains essaient de toucher la pierre noire, considérée comme sacrée. Charef, lui, est contraint de renoncer. Je ne voulais pas prendre de risques. J'ai peur d'être étouffé, je suis légèrement asthmatique, donc il me faut beaucoup d'oxygène pour pouvoir continuer à tourner. Et vous voyez, la densité de la population, c'est énorme. À quelques mètres de lui, d'autres Français, Souad, 59 ans, et Abdelila, 61 ans, un couple de Lillois. Médecins et artisans dans le bâtiment, c'est la 2e fois qu'ils se rendent sur le lieu saint. Je ne supporte pas la foule, normalement. À la braderie de Lille, par exemple, je ne descends pas, je reste vraiment sur la périphérie où il n'y a vraiment pas de monde. Parce que je me sens très très vite mal à l'aise, j'étouffe. Alors que là, je me sens proche de Dieu, je suis vraiment en contact, quoi. Chaque année, 2 mois après la fin du Ramadan, entre 2 et 3 millions de pèlerins accomplissent le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, dans la ville natale du prophète Mahomet. Une ville moderne de 2 millions d'habitants, construite au beau milieu du désert saoudien. Un lieu interdit aux non-musulmans, où l'on prie 24 heures sur 24. Avec ses tours, qui abritent des centres commerciaux luxueux, c'est aussi la capitale d'un business religieux en plein essor. Une manne financière pour l'Arabie saoudite, qui a mis en place une logistique hors norme pour accueillir toujours plus de fidèles. Avancez, avancez! Et garantir la sécurité de l'un des plus grands rassemblements religieux au monde. Trois jours plus tôt, à l'aéroport de Roissy, Charef porte encore son costume d'homme d'affaires. Ce patron d'une entreprise d'import-export a économisé 3 ans pour s'offrir ce voyage. C'est le voyage de la vie. C'est le voyage que tous les musulmans attendent. Il y a 1,5 milliard de musulmans qui aimeraient être à ma place. Un privilège, car l'Arabie saoudite fixe des quotas de visas par pays. Avec près de 5 millions de musulmans, la France en a obtenu environ 20 000, l'un des plus petits contingents. Dans la file d'attente, le couple de Lillois, Souad et Abdelila, est tendu. Un peu fébrile, c'est le grand jour. On est content et un peu d'appréhension pour le voyage.
Pour ce périple, ils ont fait appel à une agence de voyage spécialisée dans le tourisme musulman. Cette année, ils sont 60 au départ. Choukri, le directeur de l'agence, Je veux voir les mains comme ça. sera leur guide pendant toute la durée du séjour. Ancien banquier, il s'est reconverti dans ce secteur il y a 10 ans. À partir de ce moment-là, nous sommes une famille. Et qui a décidé que nous sommes une famille? C'est Allah. Donc je veux, Inch'Allah, qu'on se comporte comme des frères et sœurs. Premier vol pour Amman, en Jordanie. Sharef en profite pour réviser le guide du parfait pèlerin. Tout musulman doit accomplir une fois dans sa vie le Hajj, s'il est en bonne santé et s'il en a les moyens financiers. Après 4 heures d'avion, le groupe de Français fait escale. À la mosquée de l'aéroport, Sharef quitte son costume pour revêtir, comme tous ses comparses, le hiram, la tenue obligatoire du pèlerinage, 2 simples morceaux de tissu blanc. Là, on est dans un état de sacralisation, c'est-à-dire on est tous égaux, on a la même tenue, donc on ne distingue ni le pauvre, ni le riche, ni le mauvais, ni le bon, donc on est tous ensemble. Second vol pour Jeddah, en Arabie Saoudite. Les femmes ont revêtu le voile, obligatoire dans les lieux saints. Souad, qui ne le porte pas dans la vie, doit se plier à la règle. C'est vrai, pour le foulard, c'est un peu, pour la femme, c'est sa féminité qui est un petit peu cachée. Au début, c'est un peu difficile, mais une fois qu'on a franchi le pas, on l'accepte. Très vite, le pilote diffuse une annonce plutôt inhabituelle. Votre attention, s'il vous plaît. Nous entrons en zone de sacralisation. Atterrissage prévu dans 45 minutes. À 10 000 mètres d'altitude, c'est le coup d'envoi du Hajj. Les pèlerins entonnent la talbiya, une prière rituelle. À partir de ce moment, il est interdit de se parfumer, d'avoir des relations sexuelles ou de se couper les cheveux. Symboliquement, il s'agit de délaisser le corps pour se concentrer sur l'esprit. C'est dans l'un des 1600 hôtels de la Mecque que Sharef s'installe après 24 heures de voyage. Montre-moi juste ta valise, s'il te plaît. Alors, j'ai 2 valises. Les clients de Choukri, l'organisateur, ont payé entre 7 et 10 000 euros leur séjour de 2 semaines. 2 fois plus que ce que dépensent en moyenne les autres pèlerins français. 6-0. Thank you. De rien. Sharef a eu le droit à une suite, avec un privilège qu'il s'empresse d'aller voir. On a une superbe vue sur la Kaaba. Vraiment, c'est magnifique. Ça n'a pas de prix de regarder à partir de sa chambre la maison de Dieu. C'est une grande émotion. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. C'est quelque chose de tellement profond qu'on ne peut pas l'exprimer par des mots. Pour bénéficier de cette vue durant toute la durée de son séjour, Sharef a dû payer un supplément de 250 euros. Mais il doit partager sa chambre avec 3 autres pèlerins. Salam. Salam. Nous partageons le même appartement. Ah bon, bonjour. Voilà, donc je pense que ma chambre doit être en face. Vous êtes 2 ici. Ah, très bien. Allez, je vais voir, merci. L'hôtel possède 214 suites comme celle-ci. Ah oui. Toutes complètes à cette période de l'année. Quelques étages plus bas, Souad et Abdelila n'affichent pas le même sourire. Ils ont payé 9 500 euros chacun, mais sans l'option vue sur la Kaaba.
C'est une chambre avec une fenêtre qui fait 1 mètre sur 1 mètre. Ça fait 1 mètre carré de surface pour avoir des poteaux et des choses comme ça. C'est comme si on m'avait vendu un box dans un palace. Je préfère avoir une chambre dans un hôtel normal. Que moi, ça ne me gêne pas. Hein. Il faut distinguer le côté matériel et le côté spirituel. Voilà. Ce soir, pas de sortie nocturne dans les rues animées de la ville. Souad et Abdelila le savent, ils doivent profiter de leurs dernières heures de tranquillité avant d'affronter la suite du voyage. Car le pèlerinage ne se résume pas à tourner autour de la Kaaba. Le lendemain, une marée humaine quitte le cœur de la Mecque pour Arafat. Laissez passer, laissez passer. Un autre lieu saint, à 20 km à l'est. La première étape d'un périple de 6 jours, aussi bouleversant qu'épuisant. Après 6 heures de marche, une petite colline de granit, le mont Arafat. Selon la tradition musulmane, c'est ici qu'Adam et Ève, présents dans le Coran comme dans la Bible, se seraient retrouvés après avoir été chassés du paradis. Oh mon Dieu, pardonne-nous nos péchés. Oh Dieu, nous n'avons que toi. Les pèlerins prient, souvent submergés par l'émotion. Pendant 3 jours, ils sont hébergés dans cet immense campement, une ville créée ex nihilo pour le pèlerinage. Elle n'est habitée que quelques jours dans l'année. 160 000 tentes, organisées par nationalité. Les Français, qui représentent moins d'1% des visiteurs, partagent leur territoire avec les autres musulmans d'Europe, d'Amérique et d'Australie. Une fois tout est en place. Choukri gère la logistique avec l'un de ses 5 assistants. Il n'y a pas de problème. C'est pas pour vous ces glaçons, c'est pour cette tente. C'est le 6e pèlerinage qu'il organise. Alors Choukri connaît par cœur les priorités de ses clients. Choukri, des glaçons par 45 degrés, c'est facile à trouver? Pas du tout. Mais c'est super d'en trouver. C'est plus cher que le pétrole. Assurer le ravitaillement, mais aussi régler les problèmes de ménage. Autour des tentes, les ordures s'entassent. Les hommes de ménage sont débordés. Billah, il va avec lui, ne lâche pas. Il faut qu'il revienne. Lui? Oui, il faut qu'il revienne. Mais regarde, c'est devant la porte des femmes. Mais regarde encore. On ne peut pas avoir de la spiritualité dans un lieu qui n'est pas sain. Et les gens ne se rendent pas compte, en fait. Ils sont tellement plongés dans la prière qu'ils ne se rendent pas compte que ça devient une poubelle. Choukri ne fait jamais le déplacement sans un médecin. Karim accompagne le groupe en permanence. Pour éviter toute infection, il doit soigner Sharef, qui, après les longues heures de marche, s'est blessé au pied. Même si j'avais mal, je n'ai pas le droit de dire que j'ai mal. On est dans un moment de piété. La piété passe avant tout. C'est vrai, tu n'es pas diabétique? Non, pas du tout. Une courte halte, et Choukri et son groupe reprennent la route. De nouveau, une longue marche sous 50 degrés. 4 km avant le prochain temps fort. Sur le chemin, des hommes et des femmes épuisés, dont les corps ne résistent pas à la chaleur écrasante. Mon cœur palpite. Je ne peux plus bouger. Les pèlerins s'entraident avec les moyens du bord. Les policiers
tentent eux aussi d'apporter un peu de réconfort aux marcheurs. Des tunnels ont été spécialement creusés pour canaliser le flot des croyants sur cette autoroute de la foi. J'essaie de grouper avec beaucoup de difficultés mon groupe parce qu'on s'est dispersé et c'est un peu dangereux. J'ai besoin de les voir tous devant moi. Go Matka à gauche. Venez, restez bien à gauche. Sinon, si je perds quelqu'un ici, je ne peux plus jamais le retrouver. Fini, on le laisse. On va y aller. Au terme du parcours, Souad et Abdelila pressent le pas pour atteindre les stèles de la lapidation. Ces murs symbolisent le mal et la tentation. C'est les 7 pierres qu'on va utiliser. Chaque fois qu'on est devant une stèle, on jette 7 pierres. C'est symbolique. Je jette avec mes pierres mon mauvais côté. Pour éviter les blessures, l'Arabie saoudite fournit aux pèlerins des cailloux pas plus grands qu'un noyau de date. Souad et Abdelila tentent de s'approcher. Très bien. Comment vous vous sentez? Oh, soulagé. Geste accompli. Pèlerins, circulez, circulez. Allez par ici, circulez. Les policiers veillent à ce que personne ne s'attarde. Régulièrement, des mouvements de foule endeuillent le pèlerinage. Le plus meurtrier a eu lieu à quelques mètres des stèles il y a 2 ans. Une immense bousculade provoque la mort de plus de 2200 personnes. Depuis, plusieurs pays musulmans demandent à ce que l'organisation du pèlerinage ne dépende plus du seul ressort des Saoudiens. Mais le royaume tient à montrer qu'il est à la hauteur de l'événement. Nous sommes conviés à une opération de communication au QG de la police. Bonjour, avancez. Bienvenue à tous. La monarchie absolue saoudienne a dépêché un général pour l'occasion. Une 60aine de journalistes étrangers est brièvement autorisée à filmer quelques images du centre de vidéosurveillance, histoire de montrer que tout est sous contrôle. Dans cette pièce, nous pouvons voir ce que filment 5900 caméras. Chacun des opérateurs est dédié à la surveillance d'une zone bien précise. Celui qui s'occupe de la mosquée sacrée s'occupe uniquement de la mosquée sacrée. Et c'est pareil pour toutes les zones. Le nombre de caméras aurait quadruplé en 10 ans. Les Saoudiens disent également avoir déployé 100 000 officiers de sécurité sur le terrain. Cette année, le rituel des stèles s'est déroulé sans incident majeur. La nuit tombe sur le campement des pèlerins. Certains, épuisés ou égarés, dorment là où ils peuvent. Dans une tente réservée aux hommes, Charef et Abdelila sont voisins de chambrée. Bien loin de leur hôtel 5 étoiles des débuts, ils sont 75 dans 70 mètres carrés. Vous voyez, là, on a une 50aine de centimètres par personne. On doit dormir tout droit. On ne peut pas se mettre en chien de fusil ou plier trop les genoux, quoi. Sinon, on va chez le voisin. Ça devient, avec la fatigue, ça devient un peu dur, quoi.
On a l'envie que ça se termine et qu'on retourne un peu à la vie normale. Pour faire le pèlerinage, il faut réunir 3 conditions. La patience, le calme et la sérénité. Si on n'a pas ces 3 conditions ne sont pas réunies, il est inutile de venir, mais de revenir rester chez soi. Au total, Abdelila, Sharef et les autres pèlerins auront passé 4 nuits dans ces tentes. Le pèlerinage s'achève là où il a commencé, à la Mecque. Sharef va accomplir une dernière obligation religieuse, l'aumône. Comme tout musulman, il doit consacrer une partie de ses revenus à des œuvres de charité. Il achète des dizaines de repas aux restaurateurs locaux. Pour 25 sachets avec un sandwich et un jus, c'est 100 rials. Le sachet est vendu l'équivalent d'1 euro pièce. Il est distribué aux plus modestes. Dans la queue, des ouvriers qui travaillent à la Mecque, originaires du Pakistan ou du Bangladesh, mais aussi des pèlerins qui ont dépensé toutes leurs économies dans le voyage et n'ont plus de quoi se nourrir. Ah oui. Et quand je vois les gens sourire, ça me rend heureux. Parce que... Ah. Sharef reste très discret sur le montant de son aide. Quand on fait de l'aumône, il ne faut pas compter. Et puis il y a un dicton qui dit que la main gauche ne doit pas savoir ce que la main droite a donné. On donne tout en essayant de plaire à son ego, donc c'est plus une aumône. Si la ville est un lieu sacré, elle est aussi devenue le temple du tourisme religieux, ce que l'on appelle l'or blanc, par opposition à l'or noir. Partout, les grues côtoient les minarets. Le royaume fait construire des dizaines d'hôtels et de centres commerciaux pour y accueillir toujours plus de pèlerins. Avant de partir, Abdelila et Souad ont décidé de se rendre dans l'une des plus grandes galeries marchandes de la ville. C'est facile de se perdre ici. On ne fait que ça. On ne fait que se perdre. On y trouve toutes sortes de Corans, avec couverture en velours ou en feuilles d'or. Des tapis de prière à profusion, 50 centimes pour le premier prix. Et surtout des bijoux, comme cette parure en or, vendue 24 000 €. Abdelila souhaite s'acheter une djellaba. En taille S? Non. C'est bien parce que ça tombe, c'est pas trop large, il est à l'aise dedans. C'est la tenue traditionnelle saoudienne. C'est 20 rials. 20 rials. C'est pas cher, c'est 4 euros. Prends 2. Combien? 4 euros. 2 pantalons et 2. Dans les environs. Mais on va quand même marchander parce que sinon ça serait pas bien. On leur manquerait de politesse. Pendant la période du Hajj, les commerçants font 50% de leur chiffre d'affaires annuel. L'économie tourne bien ici à la Mecque. Dieu merci. On a des clients qui viennent de Russie, d'Allemagne, de Malaisie, d'Indonésie. On a des Américains, des Européens. Tout le monde achète ici, en Terre Sainte. Abdelila n'a pas le temps de payer ses achats. 5 fois par jour, lorsque l'appel à la prière retentit, le business s'arrête. Les heures de prière sont fixes. C'est dit dans le Coran. C'est une imposition de Dieu avec des horaires fixes pour les prières. Mais là, c'est la Mecque, donc ils arrêtent le commerce sur le champ et ils vont faire la prière. L'Arabie saoudite est le seul pays musulman au monde où les boutiques ferment pendant la prière. Le centre commercial se transforme en mosquée.
Après cette parenthèse, les affaires reprennent. Au total, pendant son séjour à la Mecque, le couple a dépensé une centaine d'euros. En 2015, le pèlerinage a rapporté près de 6 milliards d'euros à l'Arabie saoudite. Le tourisme religieux est aujourd'hui sa deuxième source de revenus, loin derrière le pétrole.